Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier podcast Alimentation et bien-être organisé par le groupe UP et l'association Bleu Blanc Cœur. Nous allons aborder ensemble la question de l'alimentation au travail, mieux manger pour mieux travailler. Au bureau ou en télétravail, la pause déjeuner est parfois réduite à un repas pris sur le pouce devant un écran. Pourtant, le repas du midi est une étape essentielle pour la santé et le bien-être des individus. Une alimentation saine sur le temps de la pause méridienne est primordiale car elle influence les conditions de travail et la productivité des travailleurs. Pour échanger sur cette question et vous apporter des conseils, nous recevons Olivier Bernon, directeur du marché RH du groupe UP. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Bernard Schmitt, vous êtes coprésident de l'association Bleu Blanc Cœur et médecin nutritionniste. Bonjour. Alors Bernard, on va commencer avec vous. En quoi la pause déjeuner est-elle primordiale pour le bien-être des collaborateurs sur le plan de l'alimentation ? Il faut bien comprendre que le cerveau est en quelque sorte le chef d'orchestre de toutes nos activités, que ce soit au travail ou au repos. Or, le cerveau, d'une part, a besoin d'une quantité considérable d'énergie pour fonctionner. D'autre part, il s'agit d'un organe qui doit être protégé, entretenu, développé comme tout organe. Vous me l'expliquiez, le cerveau doit aussi fabriquer des molécules, les neurotransmetteurs, comme la dopamine ou la sérotonine. Ce sont des molécules qui permettent aux neurones de communiquer entre eux, et pour les fabriquer, le cerveau a besoin de protéines. Mais comme le cerveau est très sollicité, il a besoin de beaucoup d'autres choses encore. Imaginez, le cerveau, c'est 2% du poids de l'organisme. Par contre, il absorbe au minimum 25% de toute l'énergie de l'organisme et quelquefois beaucoup plus dans des circonstances où on a un fort travail intellectuel, par exemple. Ça veut dire qu'en moyenne, le cerveau consomme 10 fois plus d'énergie que n'importe quel autre organe de l'organisme. Cette énergie provient normalement de la consommation du glucose et celui-ci est brûlé grâce à l'apport d'oxygène qui est apporté par la respiration cellulaire. Le glucose, est-ce que c'est le sucre ? Le glucose, c'est le sucre le plus élémentaire et le plus fondamental. Nous sommes tous tributaires d'une quantité de glucose importante. Mais le cerveau peut se nourrir d'autre chose que de glucose, notamment dans certaines situations, comme un diabète déséquilibré ou un jeûne. Lorsque vous ne mangez pas, vous allez faire fondre votre graisse. La fonte de la graisse élabore des corps cétoniques et ces corps cétoniques sont susceptibles d'alimenter le cerveau à défaut de pouvoir être alimentés avec le glucose. De quoi est composé le cerveau, Bernard ? Alors, il est composé grosso modo de 70% d'eau et de 30% de matière sèche. Et cette matière sèche, pour les 2/3, c'est sous forme de graisse, qu'on appelle des lipides. Parmi ces lipides, il y a le cholestérol. Et le cholestérol est très abondant, à peu près 20% du cholestérol de tout l'organisme est stocké dans le cerveau. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le cerveau est constitué de neurones, c'est-à-dire de câbles électriques. Et comme tout câble électrique, il y a une gaine tout autour, une gaine isolante. Et cette gaine isolante, qu'on appelle la myéline, est fabriquée essentiellement avec du cholestérol. Donc là, c'est le bon cholestérol. Ça, c'est le bon cholestérol. Mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de mauvais cholestérol, il n'y a surtout que du bon cholestérol. Et puis, à côté du cholestérol, il y a les acides gras. Et parmi ces acides gras, certains d'entre eux sont particulièrement importants. Ce sont les oméga 3, qui jouent un rôle essentiel dans le cerveau. Ils permettent, grâce à la fluidité des membranes, aux neurotransmetteurs de traverser les barrières cellulaires pour aller d'un premier neurone à l'autre neurone. En gros, il facilite la communication d'un neurone à l'autre. Facilite la communication d'un neurone à l'autre. Les oméga 3 ont beaucoup d'autres rôles essentiels dans l'organisme, mais je ne vais pas m'y appesantir. Il faut savoir que l'organisme est incapable de fabriquer ces fameux oméga 3 alors qu'ils sont absolument indispensables et qu'il faut donc les puiser obligatoirement dans l'alimentation. Enfin, le cerveau pour fonctionner a besoin d'oligo-éléments tels que le magnésium, le cuivre, le fer, le zinc ou l'iode. Et il a besoin de vitamines B1, B6, B9, B12, A et D notamment, qui doivent être apportées par l'alimentation. Et pour terminer, il faut des matières premières pour fabriquer les neurotransmetteurs. Ce sont les protéines. Et les protéines, il faut savoir que ce sont des grosses molécules qui ont la forme d'un chapelet
chaque boule du chapelet étant ce que l'on appelle un acide aminé. Et ces acides aminés, il y en a une vingtaine, et parmi ces 20, il y en a certains qui sont absolument essentiels. Ces acides aminés essentiels sont à l'origine de la synthèse, de la fabrication des neurotransmetteurs. Sans protéines, pas de neurotransmetteurs. Et sans neurotransmetteurs, pas de fonctionnement du cerveau. Exactement. Au-delà de l'alimentation, dans le terme pause déjeuner, il y a aussi le mot pause. La pause déjeuner est un moyen de faire un break, de s'aérer. Elle permet de faire une coupure dans la journée, comme on dit, de recharger les batteries. Olivier ? Oui, c'est absolument essentiel de faire un break dans la journée pour mieux repartir l'après-midi. D'ailleurs, une étude Credox sur les utilisateurs de titres restaurants qui date de juillet 2021 nous a donné quelques indications sur le ressenti des salariés. Elle montre notamment que 79% des utilisateurs de titres restaurants perçoivent cette pause comme hyper efficace pour recharger les batteries. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'ils sont 10% plus nombreux à le dire quand ils sont bénéficiaires de titres repas que lorsqu'ils ne le sont pas. Autre élément important, dans la partie qualitative de cette étude, les salariés font un lien absolument direct entre la qualité du déjeuner, le bien-être, la qualité de vie au travail et même la performance dans leur travail. Ce qui est presque le plus valorisé et important pour les personnes interrogées, c'est que cette pause déjeuner, c'est du lien social, parfois amical, l'ambiance au travail et le lien humain si nécessaire, notamment après ces années où on en a beaucoup manqué. Alors je le rappelle pour nos auditeurs, le groupe Up est créateur de solutions de paiement et notamment du fameux titre restaurant, le Up Déjeuner. Olivier, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le groupe Up ? Je pense que vous en parlerez un peu mieux que moi. Oui, bien sûr. Bien, écoutez, le groupe Up, qui a été connu pendant très longtemps comme le groupe Chèque Déjeuner, nous avons changé de nom il y a maintenant quelques années, a la particularité d'être une coopérative, c'est-à-dire que ce groupe appartient, depuis sa création, c'est-à-dire en 1964, à ses salariés. C'est assez particulier pour le noter. Et en effet, notre produit historique et phare, ce n'est pas le seul, c'est le chèque déjeuner, maintenant appelé Up Déjeuner, et que l'on propose à des entreprises et des collectivités depuis maintenant 1964. Il est d'ailleurs aujourd'hui très largement dématérialisé sous forme de carte ou de paiement mobile notamment. Alors Olivier, pouvez-vous nous rappeler l'intérêt du titre restaurant pour la pause déjeuner ? Il en a beaucoup, mais je parlerai de trois principaux intérêts. Premièrement, je dirais qu'il permet de créer du lien, de la convivialité entre collègues. Nous avons mesuré que près de 60% des déjeuners sont pris entre collègues pour les bénéficiaires de titres restaurants, contre moins de 40% pour les salariés qui n'en bénéficient pas. Le deuxième intérêt, je dirais qu'il contribue au sentiment d'égalité au sein des entreprises. En effet, cadres, employés, on se retrouve autour de la même table au restaurant avec la même aide apportée par son entreprise. Et enfin, un petit message aux DRH ou chefs d'entreprise qui nous écoutent. Dans cette période où les recrutements sont assez tendus, c'est un très bon moyen pour attirer, fidéliser les collaborateurs, en contribuant notamment à leur pouvoir d'achat et à une alimentation plus saine. Et la provenance et la saisonnalité des produits sont aussi un des points importants pour les Français, puisque 47% font attention à ces détails, contre une moyenne de 33% seulement dans les autres pays. Et là aussi, le titre restaurant a son rôle à jouer. Oui, en effet, c'est très important. Le titre Up Déjeuner a un impact direct sur la façon dont les salariés vont manger. L'étude Credox dont je vous parlais il y a quelques instants a notamment révélé que les bénéficiaires de titres déjeuner avaient en comparaison d'autres salariés des pauses déjeuner un peu plus longues, plus conviviales et propices à l'échange, et aussi et surtout plus équilibrées, et finalement un repas complet avec souvent entrée, plat et dessert. Vous l'avez dit Olivier, le titre Up Déjeuner encourage donc des déjeuners plus qualitatifs. Alors je me tourne de nouveau vers vous Bernard, de quoi a-t-on besoin, et en particulier de quoi a besoin notre cerveau pour être au plus performant dans notre travail et rester concentré après le déjeuner ? Je vous parlais tout à l'heure des neurotransmetteurs. Et parmi l'ensemble des neurotransmetteurs du cerveau, je voudrais insister sur deux d'entre eux qui sont fondamentaux. C'est la dopamine et la sérotonine. Alors, quel est le rôle de la dopamine et de la sérotonine ? Alors, ces deux neurotransmetteurs, apportés par l'alimentation, vont réguler le comportement alimentaire. Alors, dans un premier temps, c'est la dopamine qui est sécrétée. Et celle-ci contrôle la motivation, l'envie, la nécessité de manger. En quelque sorte, j'ai envie de manger parce que j'en ai besoin et parce que j'ai faim. Donc quand mon ventre gargouille, c'est la dopamine qui joue un rôle. Et la dopamine
est lié au système de récompense. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être malheureux si je ne suis pas comblé par mon alimentation, et d'autre part, je vais être apaisé si j'ai comblé ce besoin d'alimentation. Donc, sauter un repas, mal manger, entraîne consciemment ou non une carence qui provoque stress, frustration, douleur, dépression, sentiment de vacuité ou d'isolement. Et à l'inverse, la satisfaction d'un bon repas va inhiber ces aspects négatifs. Or, lorsque la réponse alimentaire est insatisfaisante, que ce soit en qualité ou en quantité, le système naturel de récompense ne peut pas fonctionner et ouvre donc la porte à des mécanismes pervers de compensation, c'est-à-dire drogue, tabac, grignotage et autres comportements addictifs. Donc la dopamine est essentielle en effet. Absolument. Alors la sérotonine. Alors la sérotonine, elle arrive dans un deuxième temps et elle elle intervient au niveau de l'hédonisme, c'est-à-dire de la recherche du plaisir. J'aime manger parce que c'est bon et que j'aime les bonnes choses, en quelque sorte. C'est un ressenti qui est complexe, lié à l'anticipation, aux sensations, l'odeur, la vue, à la satisfaction, au besoin de partager un moment de plaisir. Mais c'est aussi très complémentaire à la nécessité de manger. L'adage dit « l'homme ne se nourrit pas que de pain », mais il se nourrit aussi de symboles, de rêves, de convivialité, etc., qui font au total qu'un repas, même s'il apporte la quantité de calories nécessaires, peut être bon ou mauvais selon le contexte. Oui, donc ça veut dire que le sandwich devant l'écran, on oublie. Absolument, parce que d'être devant soi-même sans les autres, c'est quand même pas très satisfaisant. Alors, où trouve-t-on cette dopamine et cette sérotonine ? Bien, cette dopamine et cette sérotonine sont des protéines et on en trouve donc dans les protéines alimentaires et en particulier dans les protéines animales, c'est-à-dire dans la viande, dans le poisson, dans les œufs, dans les laitages, le fromage, etc. Et alors, comment font les végétariens ? Bien, il faut savoir que les végétariens vont consommer effectivement des céréales et des légumineuses. Or, dans les céréales, il manque un acide aminé et dans les légumineuses, il manque un autre acide aminé. Et donc, les végétariens doivent obligatoirement combiner céréales plus légumineuses pour avoir l'ensemble des acides aminés. Alors, au-delà des protéines, vous évoquiez tout à l'heure les oméga 3. Alors, les oméga 3, outre le fait qu'ils facilitent l'action des neurotransmetteurs, on peut leur reconnaître d'autres effets, comme l'augmentation des facultés cognitives, la prévention des troubles de l'humeur, les capacités de résilience psychique, la protection contre certaines maladies neurologiques, comme les attaques cérébrales, l'épilepsie, la dépression. Et à ce titre, nous avons mené une étude avec le centre hospitalier du Vinatier et l'université Claude Bernard de Lyon dans le cadre d'une thèse sur le rôle des oméga 3 en pratique psychiatrique. Et ces travaux, concordant avec de nombreuses études internationales, confirment que l'efficacité des oméga 3 sur la diminution du stress est réelle, de même que sur la prévention de la dépression nerveuse et du burn-out, sur la régulation de l'humeur, sur la labilité émotionnelle, sur l'augmentation des capacités d'apprentissage et de mémorisation, et bien sûr, à plus long terme, sur la prévention des troubles pathologiques tels qu'un état bipolaire ou la maladie d'Alzheimer. Quand vous disiez les capacités de résilience psychique, c'est-à-dire que si je mange les oméga 3, même s'il m'arrive un coup dur, je vais plus facilement pouvoir repartir du bon pied. Absolument. Et ça, c'est actuellement un des éléments les plus confirmés sur le plan de toutes les études internationales.
Alors, où va-t-on trouver ces précieux oméga 3 ? Et là, Bernard, je m'adresse non plus au médecin nutritionniste que vous êtes, mais au coprésident de l'association Bleu Blanc Cœur, car les produits labellisés Bleu Blanc Cœur sont justement très riches en oméga 3, et vous allez nous expliquer pourquoi. Je vous avais dit que les oméga 3 ne peuvent être synthétisés que par les végétaux, et cela sous l'action de la photosynthèse, c'est-à-dire l'action du soleil sur les végétaux. Donc synthétiser, c'est-à-dire fabriquer, créer. On en trouve donc dans tous les végétaux, d'autant plus qu'ils sont fortement ensoleillés, et ceci nous amène à considérer qu'il y a une variabilité saisonnière. Alors certains de ces produits d'origine végétale sont directement consommables par l'homme. Par exemple, ce sont les huiles végétales, dont les plus riches en oméga 3 sont l'huile de colza et l'huile de noix. Mais d'autres ne sont pas consommables directement par l'homme et sont donc consommés par les animaux. C'est l'herbe, le lin en particulier, qui est le végétal le plus riche en oméga 3, la févrole, le lupin, mais aussi le plancton et les algues. Or là, pour pouvoir consommer ces oméga 3, nous avons besoin d'un intermédiaire obligatoire qui est l'animal. Donc, en consommant ces végétaux, les animaux s'enrichissent en oméga 3 et ils nous transmettent ces oméga 3 lorsque nous mangeons les produits issus de ce mode d'élevage. Et c'est sur ce principe de la chaîne alimentaire vertueuse que s'est construite la filière Bleu Blanc Cœur. Alors pour résumer Bernard, on trouve les oméga 3 dans des produits tels que l'huile de colza, les poissons gras, les sardines, les maquereaux, les anchois, le thon, les œufs et laitages labellisés Bleu Blanc Cœur. Et puis nous en avons également sous forme de poudre de lin à saupoudrer dans notre alimentation ou à utiliser pour faire de la pâtisserie à domicile. Ça s'appelle la linette. Et cette linette, on peut tout à fait la commander sur Internet. Moi, j'en prends à titre quotidien et j'espère que je m'en trouve le mieux possible. Écoutez, vous avez l'air de vous porter très bien. Voilà. Mais alors, racontez-nous comment s'est créée l'association Bleu Blanc Cœur. Alors, la création de Bleu Blanc Cœur, il y a une vingtaine d'années, partait du constat, de mon constat, que les maladies dites de civilisation, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, certains cancers, explosaient littéralement et constituaient un problème de santé publique majeur, incontrôlable et ruineux pour la société. Or, toutes ces maladies ont un dénominateur commun qui est le déficit sévère et chronique de la population, des pays occidentaux en particulier, en oméga 3. Nous avons donc cherché les moyens de remédier à cette carence en partant d'un constat simple. C'est le mode de production actuel de nos aliments, industrialisés et standardisés, qui en est directement responsable. J'ai rencontré à cette occasion un ingénieur agronome qui était convaincu qu'effectivement, il y avait une capacité de travailler ensemble entre la production alimentaire et ses effets sur la santé humaine. Nous avons donc mené plusieurs études sur plusieurs espèces animales destinées à notre consommation en enrichissant leur nourriture avec des graines de lin qui est, je le rappelle, le végétal le plus riche en oméga 3. Et les résultats ont été particulièrement probants puisque la viande, le lait, les fromages, les œufs avaient tous une teneur en oméga 3 multipliée par 2 ou 3 par rapport à des élevages standards avec un bénéfice démontré sur la santé du cheptel et une meilleure qualité gustative des produits. Et donc moins aussi, j'imagine, de traitements médicaux apportés aux animaux. Effectivement, une diminution considérable des besoins de vétérinaires, beaucoup moins de mammites chez les vaches par exemple, avec une diminution considérable des antibiotiques et donc une meilleure santé des animaux, ce qui est quand même la garantie d'avoir de bons produits pour notre alimentation. Et alors qu'est-ce que ça a donné chez l'homme ?
Alors, chez l'homme, nous avons mené un certain nombre d'études dans le centre de recherche que je dirige pour comparer le taux des acides gras et en particulier des oméga 3 dans le sang et dans les membranes cellulaires d'une population témoin consommant une alimentation standard à une population strictement identique avec des régimes strictement identiques mais consommant des produits de type bleu-blanc-cœur. Et là encore, les personnes consommant des produits bleu-blanc-cœur avaient des taux d'oméga 3 dans le sang et dans leurs cellules multipliés au moins par 2. Donc si j'ai bien compris, on ne peut bien nourrir les hommes que si on nourrit bien les animaux. Oui, vous avez raison. Il ne peut y avoir de santé humaine que si nous sommes nourris avec de bons produits d'origine animale. Et pour avoir de bons produits d'origine animale, nous devons avoir de bons produits végétaux qui nourrissent ces animaux et nous devons avoir une qualité du sol adéquate pour produire ces végétaux. C'est-à-dire que nous sommes dans une chaîne alimentaire depuis le sol jusqu'à l'assiette et que finalement, c'est une vision globale de santé de la planète que nous défendons dans le cadre du label Bleu-Blanc-Cœur. Alors je rebondis sur cette question de la santé globale et je me tourne vers vous, Olivier. Chez le groupe UP, vous portez également une attention toute particulière à la santé des collaborateurs. Oui, en effet, c'est dans notre ADN et nous considérons que nous avons une responsabilité d'entreprise. Car rien qu'en France, c'est plus de 1 million de salariés qui utilisent quotidiennement nos chèques ou cartes UP Déjeuner, et c'est près de 25 millions de personnes dans le monde. C'est pourquoi nous sommes très fiers, depuis 2012, de soutenir l'association Bleu-Blanc-Cœur, qui milite, comme on vient de le noter, pour le mieux manger d'un bout à l'autre de la chaîne de production. C'est vraiment une chance et un plaisir de pouvoir associer des entreprises clientes, des restaurateurs, des salariés, autour de ce beau projet porté par Bleu-Blanc-Cœur. En fait, faire la promotion d'une alimentation saine et durable pour tous, c'est un engagement du groupe UP. Mettre à disposition de nos entreprises clientes une solution égalitaire pour accéder à une alimentation saine, c'est une belle mission, d'autant plus lorsque le pouvoir d'achat est particulièrement mis à mal comme actuellement. Et je me permettrai de compléter ce que dit Olivier, parce que tout seul, moi, en tant que médecin professionnel de santé, je ne peux rien. En effet, j'ai besoin absolument de l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire pour pouvoir promouvoir une bonne santé. Et de ce point de vue-là, que ce soit les producteurs, les éleveurs, les transformateurs ou les distributeurs, effectivement, chacun à son niveau est un acteur de santé et le groupe UP, pour moi, est absolument indispensable pour réaliser cette vision globale de la santé humaine. Alors pour revenir sur la question centrale de ce podcast qui est mieux manger pour mieux travailler, Bernard, finalement, quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour la pause déjeuner ? Il ne s'agit pas d'imposer de force une manière de manger parce qu'elle serait plus favorable à la santé physique, psychique ou au bien-être du consommateur. En revanche, il faut responsabiliser ce consommateur. Quand il va manger, il est confronté à la nécessité de faire des choix, et ces choix se font en fonction de critères qu'il doit hiérarchiser. Alors, que veut ce consommateur ? Est-ce qu'il veut des produits bons pour la santé, une qualité nutritionnelle liée à la richesse en oméga 3, un équilibre entre les produits d'origine animale et d'origine végétale, accéder à des produits issus du circuit court, avoir une bonne qualité organoleptique, avoir du bio, la saisonnalité des produits tels que les fruits et légumes, avoir la plus petite empreinte carbone sur des produits importés, avoir un coût du repas en assurant une juste rémunération de l'agriculteur. Tout ça, ce sont des questions importantes. Et cette problématique de choix doit passer par une information claire et non trompeuse sur les aliments et leur provenance. Mais elle implique surtout une formation du consommateur, car dans toute entreprise, employés, cadres, direction confondus, ont un intérêt commun à assurer la bonne santé de tous
et donc à promouvoir la prise de bonnes habitudes alimentaires lors de la pause méridienne. Pour faire finalement du consommateur un consommateur. Absolument. Olivier, je me retourne vers vous et je vous retourne aussi la question. Quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour la pause déjeuner selon vous ? Je dirais qu'en lien avec le titre repas déjeuner, ce que je peux dire, c'est que par nature et dans son usage, le titre restaurant favorise déjà une alimentation saine et une pause méridienne de qualité. On le voit notamment car nos titres, dans leur immense majorité, sont utilisés dans des petits restaurants de proximité, ce qui est un gage, comme vient de l'évoquer Bernard, d'une bonne qualité en termes de pause déjeuner. Merci Olivier, nous arrivons à la fin de ce podcast, alors j'aimerais vous proposer un petit challenge. En 30 secondes, vos conseils à nos auditeurs, mieux manger pour mieux travailler. Bernard ? La pause méridienne doit nécessairement rompre avec le travail de la journée. Pas de sandwich devant son écran, isolé dans sa bulle. Le maître mot est l'ouverture et la convivialité. C'est le moment du partage avec des collègues ou amis, du plaisir, l'occasion de s'intéresser aux autres et de s'enrichir à leur contact, de parler d'autre chose que du boulot. Le repas n'a pas qu'une fonction énergétique, c'est aussi et peut-être d'abord un moment de plaisir et de bien-être qui régénère le travailleur et lui donne le goût et l'énergie nécessaires pour poursuivre sa journée. Olivier ? Oui, personnellement, pour ma part, j'essaie de varier le plus possible mon alimentation en changeant de restaurant le plus souvent possible dans la semaine. Un autre conseil, je m'entoure de collègues avec qui j'ai vraiment envie de passer un bon moment. Et enfin, je privilégie le plus possible des restaurants qui proposent de la cuisine faite maison et qui n'utilisent que des produits de saison, et si possible bio. Et alors si en plus ils sont ambassadeurs de Bleu Blanc Cœur, alors là c'est absolument idéal. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Il est temps aussi pour nous de déconnecter, de faire une pause. Merci Bernard, merci Olivier pour vos précieux conseils. On ne rappellera jamais assez l'importance d'une pause déjeuner de qualité pour notre bien-être, voire même notre santé. Et nous nous retrouverons tout bientôt pour un prochain podcast consacré à l'alimentation et au sommeil que vous pourrez écouter à l'occasion de la Semaine du Goût du 10 au 16 octobre 2022. Merci et à bientôt.